Réglementation. Le peu de règlements qui encadrent le réseau des pensionnats n'est pas appliqué avec rigueur. En fait, le gouvernement canadien n'a jamais élaboré quoi que ce soit qui s'approche de près ou de loin à une loi sur l'éducation ou à une réglementation semblable à celle qui régit les écoles publiques de ressort provincial. Dans les faits, la réglementation du réseau des pensionnats repose essentiellement sur la loi sur les Indiens, un instrument législatif polyvalent servant à définir et à encadrer la vie des Premières Nations au Canada. Jusqu'en 1884, cette loi ne contient aucune disposition sur l'éducation. Ce n'est qu'en 1894 que des règlements touchant les pensionnats s'ajoutent à la loi, et ceux-ci portent essentiellement sur la fréquentation scolaire et sur l'école buissonnière. Les intervenants du réseau savent que la réglementation est inadéquate. En 1897, par exemple, un responsable de l'éducation aux affaires indiennes, Martin Benson, écrit que, citation, « Contrairement au gouvernement des provinces, le ministère n'a adopté ni édicté de réglementation pour encadrer son réseau d'écoles. » Fin de citation. La situation ne s'améliore pas au fil du temps. À preuve, l'article sur l'éducation de la loi sur les Indiens de 1951 et la réglementation sur les pensionnats adoptée en 1953 ne comptent que 4 pages. À titre de comparaison, la Public Schools Act du Manitoba de 1954 en compte 91. En complément de cette loi, le gouvernement du Manitoba adopte également 19 règlements en matière d'éducation. Force est de constater qu'un grand nombre d'intervenants qui occupent une fonction importante au sein du réseau connaissent assez peu la réglementation en vigueur. En 1922, par exemple, un agent des Indiens de Hagersville, en Ontario, demande à l'administration centrale du ministère si des changements ont été apportés au règlement sur l'éducation depuis leur adoption en 1908. Sa question révèle qu'il ignore totalement l'existence des modifications majeures apportées en 1920 aux dispositions sur l'éducation de la loi sur les Indiens pour remplacer les anciens règlements. Lorsqu'il accède à son poste en 1926, J.K. Irwin, le nouveau directeur de l'école de Gordon, en Saskatchewan, ne trouve aucun, citation, règlement officiel sur les responsabilités et les pouvoirs des directeurs des pensionnats indiens. Fin de citation. Il écrit donc au ministère des Affaires indiennes pour obtenir un exemplaire de ces règlements, car il veut connaître, citation, exactement les tâches à accomplir et les pouvoirs qui lui sont conférés. Fin de citation. Le secrétaire du ministère, J.D. McLean, lui répond qu'il n'existe, citation, aucun règlement sous forme écrite concernant les responsabilités et les pouvoirs des directeurs des pensionnats indiens. Fin de citation. La réglementation du réseau est à ce point déficiente qu'en 1968, soit 101 ans après la création des pensionnats, J.A. MacDonald, sous-ministre aux Affaires indiennes, fait l'annonce suivante, citation, « Pour la toute première fois, nous avons établi des critères précis et détaillés qui serviront désormais à évaluer l'admissibilité des enfants indiens à fréquenter ces établissements. » Fin de citation. Croissance et déclin. À partir de 1880, le nombre d'inscriptions de pensionnats augmente d'année en année. Selon les rapports annuels du gouvernement fédéral, un sommet est atteint pour l'année scolaire 1956-1957 avec 11 539 inscriptions, voir les tendances dans le graphique 1. La majorité des pensionnats se situe dans les régions du nord et de l'ouest du pays. En Ontario, toutes les écoles se trouvent au nord et au nord-ouest de la province, à l'exception du pensionnat de Mount Elgin et de l'Institut Mohawk. Dans les provinces maritimes, la seule école ouvre ses portes en 1930. Les missionnaires catholiques et anglicans ouvrent les 2 premières écoles au Québec dans les années 1930. Il n'en reste pas moins que le gouvernement fédéral ne commence à financer ces écoles que vers la fin de cette décennie. Le nombre d'écoles commence à diminuer dans les années 1940. Entre 1940 et 1950, par exemple, 10 établissements scolaires sont détruits par des incendies. Comme l'illustre le graphique 2, cette baisse s'inverse au milieu des années 1950, soit à l'époque où le ministère des Affaires du Nord et des Ressources nationales procède à un élargissement considérable du réseau des pensionnats dans les territoires du Nord-Ouest et dans le nord du Québec. Avant cela, les pensionnats du Nord se concentraient dans le Yukon et dans la vallée du Mackenzie, dans les territoires du Nord-Ouest.
Le gouvernement fait construire de vastes résidences dans des localités comme Inuvik, Yellowknife, Whitehorse, Churchill et plus tard Iqaluit, anciennement Frobisher Bay. Il entreprend toutefois ce chantier sans tenir compte des rapports qui déconseillent l'établissement de pensionnats dans le Nord, sur le motif que les enfants n'y acquéreraient pas les compétences requises pour vivre dans les régions septentrionales, alors qu'ils pourraient en faire l'apprentissage dans leur communauté d'origine. Parallèlement à ces grandes résidences, les autorités en construisent aussi de plus petites, généralement appelées foyers, dans les villages plus éloignés de l'est de l'Arctique et de l'ouest des territoires du Nord-Ouest.